Bonsoir, bienvenue dans cette émission exceptionnelle. 3 débats consacrés aux élections législatives sur France 3 Limousin, en partenariat avec France Bleu Limousin, dont le rédacteur en chef Jérôme Médan est avec nous. Bonsoir. Le premier tour a donc eu lieu dimanche dernier avec une forte percée du Rassemblement national dans la région, une participation en hausse très importante sur ce premier tour et à l'arrivée 4 triangulaires au second tour. Nous avons choisi 3 circonscriptions significatives où nous parlerons des enjeux nationaux, mais surtout locaux pour comprendre et mesurer l'impact de cette élection en Limousin. Il s'agit de la première circonscription de Corrèze, la 3e de Haute-Vienne et la circonscription de Creuse. On commence avec la Corrèze. Quelles sont les forces en présence après le premier tour? Quel est l'enjeu? Le point en images avec Annick Demars. Dans la première circonscription de la Corrèze, celle de Tulucel, 3 candidats vont s'affronter au second tour. Lors du premier tour, c'est François Hollande qui est arrivé en tête. L'ancien président de la République socialiste, qui est le candidat du nouveau Front populaire, a recueilli 37% des suffrages dans son ancienne circonscription. C'est 7 points de plus que la candidate du Rassemblement national. Arrivée en 2e position, la retraitée Maïté Pouget a rassemblé 30% des voix pour le RN. Enfin, en 3e position, on trouve Francis Dubois. Le député sortant LR a recueilli 28% des voix avec son suppléant, le président du département Pascal Coste. Il a choisi de se maintenir et c'est donc une triangulaire qui attend les électeurs de la première circonscription de Corrèze pour ce second tour. Et avec nous ce soir, les 3 candidats. Maïté Pouget, fonctionnaire à la ville de Brive à la retraite, candidate du Rassemblement national. Bonsoir. Bonsoir. François Hollande, ancien président de la République, ancien député socialiste de la Corrèze et candidat pour le nouveau Front populaire. Bonsoir. Bonsoir. Et Francis Dubois, député Les Républicains sortant, ancien maire de Lapleau. Francis Dubois, pourquoi avoir décidé de vous maintenir pour ce second tour? Bonsoir. Sur nos terres corréziennes, le RN n'est pas en capacité de gagner cette élection à un plafond de verre. Je suis le candidat de droite républicaine en capacité de rassembler le centre droit, la droite, pour au premier tour, 61% des voix sont à droite. Et j'en appelle le même score d'ailleurs qu'en 2022. Et le candidat François Hollande n'a pas fait plus de pourcentage que la candidate LFI en 2022. C'est pour ça que j'en appelle donc aux électeurs du Rassemblement national de venir battre le candidat François Hollande, le candidat du nouveau Front populaire. Monsieur Hollande, le maintien de Monsieur Dubois, vous le prenez comment? Est-ce que finalement ce n'est pas un avantage pour vous parce qu'il va finalement capter des voix de droite qui auraient pu aller sur le Rassemblement national? Comment vous analysez ce maintien? C'est le choix de M. Dubois. Je pense qu'il y aurait eu une symbolique républicaine dans ce département. On sait qu'il a eu une histoire qui a été marquée par des personnalités, marquée par aussi des événements historiques. Mais voilà, il aurait été bon que, de la même manière que le Front populaire l'a fait à Brive, dans la circonscription voisine, s'est retiré pour permettre à la députée sortante de pouvoir l'emporter sur le Rassemblement national, qu'il y ait la réciproque. Bon, après, écoutez, les arguments peuvent s'entendre d'un côté comme de l'autre. Ça aurait été bien que ce soit dans le même mouvement. Mais moi, je ne fais pas de calcul. Ce sont les électrices et les électeurs qui décident. En réalité, on peut faire ce qu'on veut. Je suis heureux qu'il y ait eu beaucoup de désistements qui se soient produits quand même dans la France entière. Mais après, ce sont les citoyennes et les citoyens qui décident par leur bulletin de savoir qui doit être leur député et surtout de savoir qu'est-ce qui doit se passer au niveau national. Est-ce que c'est le Rassemblement national qui peut devenir majoritaire ou au contraire, est-ce qu'on peut avoir un sursaut républicain? Maïté Pouget, ce maintien pour vous, c'est un handicap ou un atout? Je pense que Mme Diaz avait proposé à M. Dubois de se retirer. Il ne l'a pas souhaité. J'ai dit que c'était son choix et puis voilà. Diaz, vice-présidente du Rassemblement national et qui est donc leader du RN en Nouvelle-Aquitaine. Bon, c'est comme ça. Vous pensez pouvoir... vous allez manquer de voix? Les voix de Francis Dubois auraient pu aller vers vous? M. Ciotti a demandé au LR de voter pour le Rassemblement national, donc je pense que certains vont le suivre. Ils vont vous suivre? Même s'ils n'ont pas suivi, M. Dubois n'a pas suivi M. Ciotti, je pense qu'il y a peut-être dans ses électeurs des gens qui vont... préféré faire barrage à M. Hollande avec le RN. Vous vous attendez à ça? Éric Ciotti qui vous a demandé hier de vous désister encore, en tout cas par un tweet. Je ne suis pas surpris de M. Éric Ciotti. M. Éric Ciotti, dès le départ, a fait le choix de rallier le Front National. Moi, ce n'est pas mon choix. Je suis donc
issu du gaullisme, du chiracisme, j'ai des valeurs. Je reste donc sur cette droite républicaine. Et vos électeurs, à votre avis? Qui doit rassembler les électeurs et les électrices. Donc, je les redis, la seule façon de battre le candidat François Hollande aujourd'hui, du Front populaire, c'est de rassembler, de fédérer autour du candidat qui est le plus à même, qui connaît le territoire, c'est ce que j'ai dit à Éric Ciotti, le plus à même de chaque territoire a sa particularité, sa singularité corrézienne, de rassembler cette droite républicaine pour battre le candidat du nouveau Front populaire. Ce que je déplore, c'est que le risque principal, c'est pas que je vienne à l'Assemblée nationale, très franchement. J'ai été président de la République, j'ai dirigé l'État, on peut apprécier ou pas ce que j'ai fait. Ce n'était pas une menace, ce n'est pas un danger pour les libertés publiques, pour les droits fondamentaux, pour les acquis sociaux, pour tout ce qui peut faire fonctionner le pays. Je pense qu'aujourd'hui, le danger principal, c'est qu'on le voit au résultat, partout en France, pas simplement ici en Corrèze, c'est que l'extrême droite puisse être majoritaire. On ne peut pas écarter cette hypothèse. Et je veux dire, c'est ce que une partie des électeurs ont voulu. Donc je pense que votre attitude aurait pu être de dire, finalement, quel est le risque, qu'est-ce qu'on veut faire, à qui veut-on faire barrage ? À l'extrême droite ou à François Hollande? Très honnêtement, je ne suis pas sûr que je sois l'objet de ce barrage-là qui, venant de vous, républicains, sûrement, n'est pas forcément la meilleure attitude. Alors nous allons maintenant parler de vos visions de l'avenir avec d'abord un sujet qui préoccupe beaucoup dans votre département, c'est l'agriculture. La crise agricole semble avoir profité plutôt au Rassemblement national au détriment de la droite traditionnelle. On le constate avec plusieurs analyses du vote des agriculteurs en France et dans le département. Maïté Pouget, comment vous l'expliquez ? C'est pas très compliqué. Les agriculteurs sont très en colère. Ils ont manifesté cet hiver. Ils sont montés en tracteur jusqu'au salon de l'agriculture. On leur a promis des aides. Je pense qu'aujourd'hui, ils ne les ont toujours pas reçues. Et je suis désolée, M. Dubois, mais 30% de vos électeurs ont voté pour moi. Donc c'est bien qu'ils croient en nous. Ils croient que le Rassemblement national privilégiera les agriculteurs, comme on l'a promis. Et comment vous allez privilégier les agriculteurs, justement ? Pourquoi ils croient en vous ? Ils croient en nous, parce que nous voulons absolument réduire les normes drastiques imposées par l'Europe, développer les circuits courts et lutter contre la concurrence déloyale. Francis Dubois, c'est une surprise, ce report des votes vers le Rassemblement national. Vous êtes technicien agricole, votre suppléant, c'est Pascal Coste, qui est très impliqué dans le monde agricole. Comment vous le vivez ? Les agriculteurs, comme ça a été dit, sont en colère et ne décolèrent pas puisque les aides PAC, donc 25% des aides sont versées aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que notre gouvernement donc, est déficitaire et les conditions européennes fixent donc ces déficits et en contrepartie ne renvoient que l'argent qui est payé. De l'autre côté, le RN prévoit dans son programme 6 milliards de suppression d'aide à l'Europe. Je rappelle que la PAC, c'est 9 milliards d'aides. Ça veut dire que pour demain, pour les agriculteurs, je tiens tout de suite à les prévenir, que si le programme du Rassemblement national s'applique, les aides PAC, c'est terminé. Et l'Europe ne paiera pas des aides PAC à partir du moment où la France ne paie pas sa contribution à l'Europe. Maïté Pouget, ils en sont conscients, vos électeurs ? Jusqu'à maintenant, la France paye sa contribution et il y a une somme énorme, 10 millions, je ne sais plus entre les millions et les milliards, excusez-moi, qui ne sont pas rendus à la France. Mais s'il n'y a plus d'aide pour la PAC, d'aide européenne ? Mais c'est M. Bardella qui a dit qu'il fallait absolument qu'on récupère cet argent. Donc je pense que, même si moi je ne suis pas très qualifiée pour l'agriculture, je vois de toute façon une chose quand même, M. Dubois, c'est que vous n'avez pas fait grand-chose pour les agriculteurs. Alors, parce que Madame vous Pouget, connaissez votre dossier par cœur, mais bon, je vois que malheureusement... Je suis député sortant LR, oui. Je ne suis pas membre du gouvernement, et le gouvernement était le gouvernement donc, du président de la République, donc a porté une loi agricole et n'a pas fait sur les aides conjoncturelles, aucune aide conjoncturelle versée depuis ces manifestations agricoles. C'est le gouvernement qui est responsable de ça, c'est Emmanuel Macron qui est responsable de ça, et qui est donc en capacité de faire, et pas le député d'opposition que je suis. Moi, j'ai porté effectivement
la concurrence, non à la concurrence déloyale, sur l'ensemble des marchés européens, amendement qui a été voté au sein de la loi d'avenir et d'orientation agricole, non à cette concurrence déloyale sur l'ensemble des marchés donc l'Union européenne d'approvisionnement et l'ensemble des marchés internationaux, et les clauses miroirs au niveau des traités de libre-échange. Alors moi j'aimerais bien un petit peu connaître votre vision de l'agriculture dans 20 ans, François Hollande, dans 20 ans en Corrèze, à quoi ressemble une exploitation agricole? Est-ce qu'il y a beaucoup de bovins? Est-ce qu'il n'y a pas de bovins? Est-ce qu'il y a autre chose? À quoi ressemble l'agriculture en Corrèze dans 20 ans? Quelle est votre vision? Bon, d'abord, sur l'actualité, l'immédiat, pourquoi il y a ce malaise? Pourquoi il y a eu ces manifestations? Pourquoi il y a eu cette colère? Parce que, ça a été dit, les aides n'ont pas été versées, ce qui est un comble, puisque ce sont des aides qui viennent de l'Europe, mais que la France doit verser pour le compte de l'Europe. Donc là, je déplore, et ça a été pour une part la raison des manifestations. Pas seulement. Il y a aussi l'affaire des garanties de prix. Alors, on a promis des garanties de prix, elles sont toujours pas là pour certaines productions. On ne peut pas le faire pour toutes les productions. Enfin, il y a le problème de la distribution qui reste posé. Il y a eu des lois qui n'ont pas donné les résultats attendus, mais qu'on peut sans doute améliorer. Alors ça, c'est pour l'urgence. Les agriculteurs, ils ne veulent pas simplement savoir ce qu'on va être dans 10 ou 20 ans. Ils veulent savoir ce qui va se passer dès maintenant. Mais vous avez raison. Ce qui compte, c'est l'avenir. L'avenir, il va commencer très rapidement. C'est-à-dire après le vote qui va avoir lieu dimanche, après la constitution d'un gouvernement, nous verrons bien, il y aura la réforme de la politique agricole commune, puisque les institutions européennes, le 9 juin, ont été renouvelées. Qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir d'abord qu'on obtienne, nous, la France, ce que généralement on a eu en retour, c'est-à-dire que nous ayons une politique agricole commune qui représente le tiers du budget européen. À cet égard, c'est juste de dire que si on ne verse pas la contribution française à l'Europe, bien sûr qu'on n'aura pas l'argent en retour. Et on a plus d'argent qui vient de l'Europe sur la question agricole que tous les autres pays. Deuxièmement, quelle politique agricole commune? C'est ça l'enjeu. Et effectivement, nous devons privilégier les régions d'élevage par rapport aux régions de grande culture, ce qui a été quand même le mal de la politique agricole commune jusqu'à présent. Nous devons moduler les aides parce que c'est important que les exploitations moyennes puissent recevoir plus que les grosses. Et nous devons aussi avoir des normes environnementales. C'est là toute la question. Si elles sont trop sévères, elles empêchent que les agriculteurs puissent faire leur travail. Mais si elles n'existent plus, eh bien, on perd justement la qualité qui est quand même reconnue aux produits, notamment du Limousin et de la Corrèze, et notamment pour la région d'élevage. Donc c'est ça qui va se faire. Et comme j'ai été au plus haut niveau de l'État, je vous assure que ça sera ma préoccupation principale. Faire que la politique agricole commune corresponde à l'intérêt de nos territoires. Et ne pas refuser l'Europe, parce que refuser l'Europe, c'est refuser précisément ici le soutien de l'agriculture corrézienne. Madame Pouget, François Hollande parlait de la taille des exploitations. Quel modèle vous défendez? Petite, moyenne, grande? Petite. Pour la Corrèze, pour le Limousin? De toute façon, nous n'avons pas de très grosses... Avec quel équilibre pour ces exploitations? Comment ça, quel équilibre? Quel équilibre financier, de revenus, de production? On sait la difficulté aujourd'hui pour des petites exploitations. Ils n'arrivent pas à vivre, ils n'ont même pas un salaire correct. Alors comment leur assurer justement? Mais je pense que voilà, il faut absolument enlever des normes qui sont trop pesantes pour eux, puisque non seulement il y a celle de l'Europe, mais M. Macron en a rajouté aussi. Ils sont plus libres de vivre, de cultiver comme ils veulent. Enfin bon, ça devient pas possible pour eux. Et on a un agriculteur par semaine qui se suicide en France. Il y a bien quand même quelque chose qui ne va pas. Comment vous l'empêchez, ça? Pardon? Comment vous l'empêchez? En leur permettant de vivre de leur travail. C'est quand même inadmissible qu'en France, on n'arrive pas à vivre de son travail. Je ne sais pas, c'est la règle de base, quoi. Mais comment vous faites? Monsieur Hollande dit, voilà, Monsieur Hollande a été au pouvoir et ça a commencé déjà à se dégrader. Donc, et puis vous ferez que Monsieur Mélenchon s'occuper des agriculteurs de Corrèze. Les lois Egalim ne sont donc pas suffisantes, pas suffisamment efficaces à vos yeux? Même la deuxième n'a pas été convaincante. Donc on peut faire une troisième, une quatrième, et je pense que... La troisième, elle est faite. La troisième, elle est faite et elle est entrée et elle a été acceptée par les agriculteurs? Accepté par les agriculteurs. Voilà. Les choses sont peut-être partagées, mais en tout cas... les agriculteurs sont prêts à en redécoudre à la rentrée. Monsieur Dubois? Pour parler de l'agriculture de demain, il faut déjà amener du revenu aujourd'hui. Si on va avoir des agriculteurs demain, faire les successions et transmissions, il faut apporter des revenus aujourd'hui. Aujourd'hui, on a fait 3 lois Egalim.
Egalim 1, Egalim 2, Egalim 3. Aucune n'est appliquée. Donc c'est déjà de les faire appliquer, de pénaliser ceux qui ne le respectent pas dans la grande distribution et l'agroalimentaire. Ensuite, c'est effacer toutes ces normes de surtransposition environnementale à la française qui pénalisent l'agriculture. 287 normes référencées par le Premier ministre lors des conflits avec l'agriculture. Il n'y en a eu aucune d'annulée encore aujourd'hui, c'est un simple décret. Ça ramènera du revenu à nos agriculteurs, de la simplification et la compétitivité derrière. Ensuite, un volet fiscal pour pouvoir faire ces transmissions et éviter aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure de la PAC, M. Hollande parlait de la PAC, mais il y a la part nationale sur la PAC aussi. Quel est le choix de la France et du gouvernement français à mettre sur ce volet national, de rajouter sur les éco-régimes? Donc il faut impérativement que le gouvernement en place se saisisse rapidement des mesures conjoncturelles et rajoute en matière, surtout sur les zones d'élevage, ça a été spécifié, aujourd'hui les revenus les plus bas sont en région d'élevage, il y a une décapitalisation du cheptel, eh bien, on a des efforts à faire. Ces efforts à faire, ils sont sur application de la loi Egalim, simplification, qui nous fait permettre de gagner de la compétitivité, et revoir les aides, et effectivement rester pro-européen pour avoir ce retour des aides PAC et avoir un volet national qui soit conséquent pour que nos agriculteurs puissent avoir un revenu correct. Et le jour où ils ont un revenu correct, on peut faire les transmissions et successions, on trouvera le modèle économique et les personnes pour reprendre les exploitations agricoles en Corrèze comme ailleurs. Alors nous allons passer à un autre sujet pour avancer dans ce débat. C'est une autre préoccupation importante en Corrèze, l'accès aux soins. En Corrèze, le nombre de médecins a baissé de 10% depuis 2010. Alors il y a des spécificités dans le département, avec notamment des centres de santé. Certains sont communaux, celui de la ville de Tulle, d'autres sont départementaux. Il y a aussi une gestion commune des hôpitaux, avec un même directeur pour Brive, Tulle et Ussel. Mais des difficultés demeurent. Très concrètement, François Hollande, comment demain on facilite l'accès aux médecins? Est-ce que c'est de la régulation, comme le propose le nouveau Front populaire? Est-ce que c'est de l'incitation, comme vous l'aviez fait quand vous étiez chef de l'État? Comment on fait? L'accès aux soins, c'est devenu le premier sujet de préoccupation de toutes les familles et de toutes les générations. En dehors des questions de pouvoir d'achat, bien sûr, et de sujets qui peuvent être celui de beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire le service public. Donc, c'est l'accès aux soins. Or, renouvellement des médecins, le fait qu'il n'y en a pas qui s'installent suffisamment, qui partent en retraite pour d'autres, nous avons un manque de médecins. Et j'ai entendu ça tout au long de ces derniers jours. Pas possible d'avoir un rendez-vous chez le dentiste. Pas possible de trouver un médecin de proximité. Ça, c'est le constat, donc, mais oui, comment vous agissez? D'abord, il y a eu des efforts de fait. Vous citiez ce qui se passe à Tulle, c'est pas simplement à Tulle. Le département a aussi mis en place un certain nombre de réponses. C'est-à-dire il y a des médecins qui travaillent dans des centres et qui sont des salariés. Il y en a d'autres qui sont dans une activité libérale, dans les maisons de santé. L'agglomération de Tulle les a multipliés, mais ça ne suffit pas. Donc vous avez évoqué une piste. C'est vrai que le mieux, c'est l'incitation. Mais on voit bien que ça ne marche pas à la hauteur de ce qu'est le besoin. Donc je suis pour, comme le programme le dit, la régulation. Ça veut dire quoi, la régulation? Ça veut dire que le médecin, enfin le jeune médecin qui a fait ses études pendant 10 ans, c'est long, mais qui a été quand même soutenu par l'État, par nous-mêmes, pour assurer ces études, même s'il a fait des efforts, eh bien pendant 4 ans, je pense qu'il doit rendre ce qui lui a été donné, c'est-à-dire pendant 4 ans, il va falloir qu'il puisse, lorsqu'il a été à l'hôpital de Limoges pour être formé, de venir pendant 4 ans dans un territoire qui est celui du Limousin et qui peut être donc celui d'une activité libérale, parce qu'il s'agit d'une activité libérale. Ça, vous l'avez vu quand vous étiez chef de l'État, vous avez bien vu que les syndicats de médecins n'en veulent pas, oui, et c'est très compliqué à mettre en place. Je sais très bien. Et on peut augmenter le nombre de médecins formés. S'il n'y a pas cette contrainte, à un moment ou à un autre, ça ne fonctionnera pas. On ne peut pas avoir des déserts médicaux. Alors vous avez évoqué la question des hôpitaux. Ça, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, les hôpitaux, malgré tous les efforts que font les médecins aujourd'hui, accueillent dans les urgences les personnes qui ne peuvent pas accéder à un service de soins. Mais aujourd'hui, les hôpitaux, il faut les conforter. Et c'est très important qu'il y ait eu cette direction commune pour les 3 hôpitaux, Tulle, Brive, Ussel, parce que l'enjeu, c'est de garder la maternité à Ussel. Et donc, tout doit être fait pour, et je m'y engagerai personnellement, pour que cette direction commune soit confortée, pour que les promesses du Ségur, parce qu'il y a eu des promesses, des ministres qui sont venus avec
plusieurs millions d'euros, puissent être garantis, assurés, parce qu'il faut faire un certain nombre d'investissements. 80 millions. 80 millions. Donc il faut absolument que ces 80 millions puissent être répartis et versés, là encore, il faut que ce soit versé, pour que les 3 hôpitaux puissent garantir le service public hospitalier. Et je rends hommage au personnel de ces hôpitaux-là, parce qu'ils font un travail considérable. Maïté Pouget, le Rassemblement national, qu'est-ce que vous proposez pour sauver à la fois l'offre de soins dans les territoires, ruraux mais également en ville, parce que la question se pose aussi en ville, et de l'hôpital public qu'il convient de défendre? Les déserts médicaux, soutenir l'hôpital public et contrôler l'approvisionnement des médicaments. Alors comment? Nous avons proposé que des médecins qui étaient à la retraite reprennent un peu de service en leur faisant une réduction pas payer d'impôts sur... Alors là-dessus, il y a déjà 20% des médecins en Corrèze. Ça existe déjà, oui, qui sont retraités. Déjà. Non, 20% c'est pour la Corrèze, Voilà. c'est 10% en Corrèze. Je pense qu'ils payent des impôts. Donc là, c'était... Oui, mais ici, ils sont déjà au travail. Comment on faire S'ils sont à la retraite. Oui, mais il y a 10% des médecins de Corrèze qui sont des médecins retraités déjà. Oui, voilà. Mais nous, on propose aux autres, ceux qui ne l'ont pas fait encore, si ça les intéresse, et de profiter de, justement, pas d'impôts sur leurs revenus. Ça, c'est un système d'urgence, parce que ça ne peut pas être pérenne, on est d'accord. Alors, pour la suite. Alors, le problème, parce que M. Hollande, il a des solutions, là, maintenant. Mais quand il était déjà président de la République, il y avait déjà un début de manque de médecins. Oui, ça remonte même avant. Il ne l'a pas vu venir. Il n'a pas été prévenu. Parce qu'en plus, en France, on ne forme plus de médecins, on ne forme plus de personnel hospitalier, mais on accueille des gens à bras ouverts. Et ces gens, il faut se dire une chose, c'est que ces gens, un jour, ils auront besoin de soins. Et maintenant, le problème, c'est que c'est dans les campagnes, où il y a des déserts médicaux, et c'est les Français qui n'arrivent plus à se soigner, parce que les médecins, alors je ne sais pas, mais je crois qu'il y a je ne sais pas combien de dentistes qui partent à la retraite, là, sur la Corrèze. Il faut aller à Bordeaux. Vous avez vu ce que ça coûte en voiture, un aller-retour à Bordeaux? Donc je pense que M. Hollande, il aurait dû trouver les solutions pendant qu'il était président, surtout qu'il avait un ministre. La région accueille aussi des... Vous savez combien de temps il faut pour former un médecin? 10 ans. 10 ans. Ben, si vous l'aviez pris à temps, donc nous avons augmenté le nombre de médecins formés. Non, pas suffisamment, M. Hollande, pas suffisamment. Mais même si et nous l'avons fait, et même si nous augmentons le nombre de médecins, s'ils décident, parce que c'est leur liberté, s'ils décident de s'installer sur la Côte d'Azur ou sur la Côte Aquitaine, ils peuvent le faire. Donc on peut augmenter le nombre de médecins, et c'est souhaitable, et nous l'avons fait, et nous n'aurons pas la réponse à cette solution, c'est-à-dire à ce problème, c'est-à-dire la nécessité d'avoir des médecins présents. Par ailleurs, vous ne pouvez pas défiscaliser tout, c'est-à-dire que maintenant, pour s'installer, il ne faut plus payer d'impôts du tout. Déjà, des moins de 30 ans, vous ne pouvez plus les faire payer, les médecins, il ne faut plus les faire payer. Donc il y a un moment, il faut aussi avoir des réponses qui puissent être compatibles avec les engagements. On a dit qu'on ne les faisait plus payer sur le travail qu'ils allaient effectuer s'ils reprenaient un peu de service. C'est pas pareil. Et puis, oui, si vous aviez déjà à votre époque commencé à reformer des médecins, on n'en serait pas là. Maintenant, le programme de dire ils vont travailler 4 ans dans la région où ils ont fait leurs études, je pense que c'est un peu copié sur le RN. Ah bon, vous auriez dû le dire alors à ce moment-là, mais vous ne l'avez pas dit. Je n'ai pas parlé encore, c'est vous qui avez commencé à parler. Bon, vous posez la question. Et monsieur Dubois, vous, qu'est-ce que vous préconisez? Juste 2 chiffres, 87% du territoire français en désert médical. 6 millions de Français sont sans médecin traitant. Alors nous, le groupe LR, on a fait lors de la niche parlementaire voter une loi qui a 3 articles. Donc sur la simplification, la territorialisation et la formation. Très concrètement. Donc très concrètement, c'est de former le nombre de médecins dont on a besoin pour combler les déserts médicaux et les départs à la retraite. C'est également d'aller, ça s'appelle le numerus apertus, c'est d'aller chercher nos enfants qui créent des passerelles, qui sont formés comme médecins en Roumanie ou en Espagne parce que le numerus clausus les a empêchés de se former en France. De créer cette passerelle pour qu'ils reviennent exercer tout de suite sur le territoire français. Et ensuite, c'est de permettre aux paramédicaux de reprendre leur formation immédiatement. Ensuite, c'est également de créer des accès de soins palliatifs pour tous. La ministre est venue sur notre territoire. On est 20 départements en France qui n'ont pas de soins palliatifs. C'est de mettre en place ces soins palliatifs également sur notre territoire corrézien. Sur les directions des hôpitaux de Brive, Tulle et Ussel. Effectivement, on a 80 millions de prévus pour pouvoir mutualiser et avoir des équipes médicales qui soient suffisantes avec une équité de traitement pour les patients, qu'ils
qu'ils soient à Brive, à Tulle ou à Ussel ou en Haute-Corrèze, à Fay ou à La Roche-Préfet, où on voudra. Donc c'est cette volonté et forcer le gouvernement à tenir les engagements qui ont été émis sur ces différents soins-là. Je voudrais ajouter un mot. Nos hôpitaux fonctionnent avec des médecins étrangers nombreux, des médecins de qualité, des médecins qui ont fait l'effort de venir et de soigner la population. Si Madame Pouget, en tout cas Monsieur Bardella, puisque vous êtes la correspondante, si je puis dire, de Monsieur Bardella, si vous arrivez au pouvoir, qu'est-ce que vous faites de ces médecins étrangers ? Est-ce que vous les renvoyez ? Pourquoi on les renvoierait ? Je vous pose la question. Bien sûr que non. On n'a jamais dit qu'on allait renvoyer des gens qui sont établis en France et qui travaillent. Non, mais... Ça, c'est encore... Et quand vous dites que les binationaux ne peuvent pas occuper certains emplois, c'est quoi alors, madame ? C'est des emplois privilégiés au sein de l'administration. Et eux, ce n'est pas des emplois de l'administration quand on est chef de service d'un hôpital ? Parce qu'ils sont le plus souvent chefs de service. Ce jour-là où il n'y a plus de médecins étrangers, c'est fini. Nos hôpitaux ne fonctionnent plus. Non. Là, vous allez au-delà de ce qui a été dit. Nous allons avancer à nouveau dans ce débat. Vous êtes très en avance, Monsieur Hollande, donc je vous le signale. Nous allons changer de sujet avec un autre sujet de préoccupation. Bon, ça, vous l'entendez tous les trois dans la circonscription pendant que vous faites campagne. C'est évidemment le pouvoir d'achat. Justement, Monsieur Dubois, qu'est-ce que vous répondez aux électeurs qui vous interpellent sur leur pouvoir d'achat, concrètement ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Sur le pouvoir d'achat, il faut une rémunération qui soit... plus conséquente. La seule façon de garder notre compétitivité pour nos commerçants, nos artisans, nos petites entreprises, c'est pas de la smicardisation. Aujourd'hui, réaugmenter le SMIC, c'est écraser les valeurs et c'est relancer la machine infernale de l'inflation. Donc nous, la proposition, elle a toujours été faite chez nous, c'est de baisser la CSG, le CRDS de la feuille de paie. Sur un SMIC, c'est 150 € net par mois. Sur 2, c'est 300 €. Donc ça, c'est une vraie façon de redonner de la valeur au travail et de redonner du pouvoir d'achat. Ensuite, il y a une énergie abordable. Il y a les doubles taxations sur les carburants et sur l'énergie. Ensuite, sur l'énergie, il faut relancer la production. Tant qu'on n'aura pas relancé la production en matière d'énergie, et notamment sur nos territoires l'hydroélectricité, et relancer le nucléaire, on n'aura pas une énergie qui soit abordable pour tous et surtout également pour les particuliers, mais sur tous les commerçants, artisans, bouchers, boulangers qui souffrent, les petites TPE, menuisiers, tous ceux qui utilisent de l'électricité. Il faut relancer la production, c'est un temps long. Sur le nucléaire, c'est 15 à 20 ans. Sur l'hydroélectricité, c'est 5 à 10 ans. Et ça presse. Sur le mandat de M. Hollande, qui a saccagé le nucléaire par cette loi énergétique de 2014 de Ségolène Royal, rien n'a été fait. L'hydroélectricité, le renouvellement des concessions hydroélectriques, on a la solution, il y a une jurisprudence européenne avec le régime d'autorisation. Dès demain, EDF est prêt, 3 tranches nucléaires, l'équivalence de 3 steppes sur la vallée de la Dordogne. Donc il faut y aller, il faut que le gouvernement prenne cette décision sur un plan pluriannuel de planification des énergies, et ça sera la façon aussi d'alléger les ménages en matière de pouvoir d'achat. Maïté Pouget, qu'est-ce que vous leur proposez à vos électeurs et que vous rencontrez sur les marchés ou ailleurs cette semaine ? Le programme, c'est de baisser la TVA sur les carburants, sur certains produits de première nécessité. Mais quand je rencontre les gens, qu'est-ce qu'ils me disent ? Ils sont comme moi, vous savez, parce que moi, je peux vous le dire, je n'ai pas honte, j'ai une retraite de 1 400 €. Je vis seule. Donc quand j'ai payé mon loyer, quand j'ai payé mes assurances, quand j'ai tout payé, à la fin du mois, je suis obligée de compter. Avant, j'allais 1 fois par semaine manger avec mes anciennes collègues. Maintenant, j'y vais 1 fois par mois. Je suis obligée de faire des sacrifices quand j'ai qu'une seule petite fille. Alors bien sûr, j'essaye de la gâter. Eh bien, il y a des fois, je suis obligée de me priver moi de quelque chose. Donc je pense que les gens, ils en sont... les gens avec qui je discute, parce que j'ai un petit chien, donc je me promène, je discute beaucoup. Les gens, c'est toujours ce qui revient. On n'y arrive plus. Alors ça, c'est votre situation, mais comment on fait pour améliorer plus globalement la situation des personnes retraitées comme vous ? Eh bien déjà, il faut augmenter les salaires. Comment on fait ? Sans mettre de charges sociales en plus sur les augmentations, pour permettre non seulement aux employés d'avoir un meilleur train de vie, mais non pas non plus étrangler les petits patrons. Alors comment on augmente les salaires ? C'est simple, les patrons peuvent donner 100 €, mais ils n'auront pas de charges, parce que quand moi j'ai un gendre qui est artisan, il ne peut pas embaucher. Parce que s'il donne 1 200 € à son employé, il en donne 2 500 ou 2 600 en fin de compte. Donc il ne peut pas, c'est pas possible. Donc permettre aux patrons d'augmenter les salaires sans qu'il y ait de charges patronales sur ces augmentations-là. Mais sans que sur l'augmentation, il n'y ait de charges patronales. Le temps que
ça reparte. Sur les salaires au SMIC ou au-delà ? Déjà, commencer par augmenter les salaires au SMIC. Tout à fait. Et après, ça sera à voir selon, comme la prime, c'est de telle à telle somme, voilà. Je reviens sur la baisse de la TVA sur certains produits, les énergies, les produits de première nécessité. Quel type de produits, combien de produits et qu'est-ce que ça coûterait de baisser cette TVA ? Parce que la TVA, c'est quand même des revenus principaux de l'État. Oui, mais enfin, c'est injuste parce qu'en France, on paye des impôts sur ce qu'on gagne, on paye des impôts sur ce qu'on achète, on paye des impôts tout le temps. Alors justement, je voulais poser une question à M. Hollande, qui a été président de la République. Nous sommes le pays qui sommes le plus taxés. Et nous sommes le pays qui sommes le plus endetté de l'Europe. Alors les gens, ils font comme moi, ils se posent la question, mais où passe notre argent ? Qu'est-ce qu'on fait de notre argent ? Est-ce que cette baisse de la TVA n'est pas injuste en quelque sorte, puisqu'elle va finalement concerner à la fois les hauts revenus et les plus petits revenus ? On ne peut pas non plus faire des... Là, c'est compliqué. Là, vous me posez une question, je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Tout le monde en profitera, et puis voilà... Mais la politique fiscale, c'est pas que tout le monde en profite, vous voyez, non, madame. Bon, c'est que les plus favorisés n'aient pas les mêmes impôts que les moins favorisés. Vous voyez, si vous donnez une baisse de TVA à tout le monde, eh ben, vous la donnez forcément à ceux qui sont les plus favorisés, comme les moins favorisés. Mais je vais revenir peut-être sur une question que madame Pouget a posée. Moi, je ne suis plus président de la République, ça ne vous a pas échappé depuis 7 ans. Non, mais je vous pose la question, puisque vous l'avez quand même été. Mais pourquoi c'est pas si vieux. Pourquoi a-t-on un niveau de prélèvement obligatoire, c'est vrai, élevé par rapport aux autres pays, disons, comparables en tout cas ? Mais parce que nous avons un niveau de protection sociale et de services publics. Vous voyez, madame ? Il part en cacahuète, excusez-moi. Je pouvais avoir le commentaire que vous voulez sur la manière avec laquelle il est géré, depuis 7 ans notamment. Mais quand même, en France, l'école est gratuite. En France, on a une complémentaire santé et on a une protection sociale qui vous permet d'avoir, même si on sait les problèmes de déserts médicaux, un accès aux soins. En France, on a une police, on a un État, on a une armée. M. Mélenchon veut les désarmer. Non, mais laissez au moins exprimer cette idée simple. Oui. Si on veut avoir un État qui fonctionne dans notre pays, si on veut avoir une redistribution qui permette qu'il y ait des répartitions différentes des richesses, il faut qu'il y ait une fiscalité, il faut qu'elle soit la plus juste possible. Donc si vous dites, finalement c'est tellement simple, il suffirait de ne pas payer d'impôts et d'avoir la même chose. Ça serait simple. On pourrait même les baisser encore les impôts et on aura encore plus de dépenses à solliciter. Et alors, je vais revenir sur votre question du pouvoir d'achat. Il y a une mesure toute simple à prendre là, dès lundi. Si il y a une autre majorité ou s'il y a un gouvernement qui puisse agir, c'est de supprimer l'augmentation du prix du gaz. C'est simple, ça a été décidé au 1er juillet, 11,5%. Oui. La raison n'est pas le prix du gaz à l'échelle du monde, c'est pas le prix de l'énergie. C'est le remboursement d'un prix de transport. Donc, il y a là une mesure toute simple. Alors, l'autre mesure... C'est une nouvelle taxe à Bruno Le Maire. Oui, c'est une taxe. Donc, c'est une taxe du gouvernement actuel. Donc, il suffit de supprimer cette taxe. Et là, on a, pour tout le monde, là, c'est vrai, selon la consommation de gaz, on a un allègement de la charge. Deuxièmement, nous sommes tous d'accord, évidemment, il faut augmenter les salaires. La question, c'est comment fait-on ? Je pense que ce qui relève de l'État, c'est le SMIC. Le reste, c'est la négociation sociale, c'est dans les entreprises que ça se passe. Il faut absolument, si on relève le SMIC, et je suis favorable, bien sûr, à un niveau élevé, c'est qu'il y ait, bien sûr, une baisse des charges pour les petites et moyennes entreprises. Pas pour toutes les entreprises, pour les petites et moyennes. Et enfin, il y a une troisième règle, il faut que tous les salaires, que toutes les pensions, que tous les minima sociaux soient indexés sur le coût de la vie. C'est simple. Indexation. C'était fait. Monsieur Dubois, une réaction sur ces propositions sur la fiscalité, sur ce débat. La fiscalité, ça reste important ? Sur la fiscalité, bien évidemment, le pouvoir d'achat, on voit bien que la colère d'aujourd'hui, elle est là. Elle est sur le pouvoir d'achat. Je voudrais quand même rappeler que augmenter les salaires pour une entreprise, il y a énormément de charges qui viennent se coupler derrière pour 100 euros d'augmentation de salaire, c'est à peu près 260 euros de charges supplémentaires. Donc il faut pouvoir gagner en compétitivité. Le problème, c'est que l'augmentation du SMIC, l'augmentation des salaires, sans déduire le seul levier qui est possible aujourd'hui, c'est ce volet CRDS, CSG sur la feuille de paye. Il faut garder notre compétitivité. Si on augmente les salaires sans pouvoir laisser cette compétitivité, c'est la mort de notre industrie, car on va importer sans cesse de Chine et d'ailleurs des produits moins chers,
Donc il faut être extrêmement prudent sur notre modèle économique, sur ces augmentations de salaire. La seule façon, c'est de baisser les charges et les charges salariales. Et là, l'entreprise garde toute sa compétitivité. Et comment on maintient les services publics de qualité dans ce contexte-là, si on baisse à ce point? Eh bien, déjà, il y a un retour de 20% de TVA. Ensuite, je pense qu'il faut aller aussi sur le volet de l'assistanat. Aujourd'hui, sur les RSA, moi je propose de conditionnalité dans le temps le RSA. Les départements et l'appui sur les collectivités territoriales. Mon suppléant Pascal Coste a su régler et gérer cette enveloppe RSA. Il faut limiter les dépenses. Aujourd'hui, il faut que le gouvernement limite ses dépenses. Et surtout de redonner aux Français et ne l'envie pas de travailler. Toujours espérer avoir des recettes supplémentaires par la fiscalité. Je vous précise que dans le monde, nous avons on représente aujourd'hui 1% de la population. En distribution d'allocations et d'assistanat, nous représentons 9% dans le monde. Je note que les économies qui sont proposées sont sur les plus fragiles, les plus faibles de nos compatriotes, alors que ce qu'il convient de faire, c'est d'abord de demander une contribution plus importante aux plus fortunés, aux plus riches, précisément toutes les taxes qui ont été supprimées, impôt sur la fortune, impôt sur les sociétés, et aussi là, avec les super profits qui ont été faits, il y a les moyens de pouvoir assurer un meilleur fonctionnement des services publics avec des ressources supplémentaires. Je répondrai à M. Hollande juste une chose. Allez-y, rapidement. C'est que le CICE qui était une bonne mesure. Était une bonne mesure, sauf que M. Hollande, vous avez distribué aux plus grosses entreprises. Il n'y a pas eu de... Si, toutes les grosses entreprises ont touché beaucoup plus que les TPE et PME. Donc vous voyez que, sur cette valeur-là, vous avez inversé vos valeurs. Vous avez inversé vos valeurs, M. Hollande. Je vais vous répondre. Et vous avez versé beaucoup plus aux grandes entreprises multinationales que vous n'avez versé à l'artisanat et aux TPE, PME. Le système était très simple. C'est fort dommage, le système était excellent s'il avait été dégressif. Si vous me permettez. Le système était très simple, c'était 8% de la masse salariale. Donc toutes les entreprises avaient sur leur masse salariale 8% d'aide qui leur arrivait, quelle que soit la taille. C'était en fonction de l'emploi. C'était juste, c'était en fonction et des salaires et de l'emploi. Il nous reste 2 minutes 30 dans ce débat et j'aurais quand même voulu aborder un petit peu vos futures responsabilités à l'Assemblée nationale, puisque c'est l'objectif de ces élections. Maïté Pouget, si demain vous êtes élu député à Paris, quelle commission par exemple vous intéresse ? Je ne sais pas pour l'instant. Je ne me suis pas posé la question parce que je ne pensais pas être au 2e tour déjà. Donc, Et quand vous y réfléchissez, il y a quelque chose qui vous attire plus quel serait votre profil de député ? Parce que j'ai travaillé quand même 20 ans à la mairie de Brive au service de l'éducation nationale. Donc je pense que j'ai quelques compétences. Francis Dubois, si vous êtes élu député, quelle majorité est-ce que vous soutiendrez, puisque le LR ne sera pas majoritaire ? Moi, je soutiendrai une majorité d'un arc républicain, sans effectivement LFI et les écologistes radicaux. Voilà ce que je soutiendrai, et une majorité qui permette à notre pays d'avancer, d'être dans la culture du compromis, de faire des lois qui permettent à l'ensemble de nos citoyens de ne pas être en colère, et des lois qui s'appliquent à eux, et non des promesses électorales qui ont été faites depuis des années, dont le président Hollande, si toutefois président un jour, ces promesses n'ont jamais été tenues. François Hollande, votre rôle et votre place potentielle au sein de l'hémicycle ? Si je me suis engagé dans cette campagne, ce n'était pas du tout prévu. Parce qu'il y a eu la dissolution et le risque d'une majorité Rassemblement national. Ce risque existe. Ce risque est moindre, peut-être parce qu'il y a eu les désistements, il est encore tout à fait présent. Et donc si je me suis engagé, c'est d'abord pour éviter que notre pays sombre. Parce que ce serait extrêmement grave qu'il y ait un gouvernement d'extrême droite en France dans la situation internationale que nous connaissons. Vous voyez un rôle de chef de file ? Ensuite, si je deviens député, si les électrices et les électeurs le veulent bien, j'essaierai d'être utile à mon pays. S'il n'y a pas de majorité de l'extrême droite, il y aura nécessairement à faire des propositions avec la gauche et avec tous ceux qui voudront y travailler, parce que je pense qu'il faudra bien sûr pouvoir décider, légiférer,
Et il y a des lois qui attendent, par exemple la loi sur la fin de vie, Merci, elle monsieur attend. Hollande. Donc C'est je tout ferai mon devoir comme je l'ai toujours fait. C'est tout le en temps tant que nous citoyen. avions. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat instructif et on passe tout de suite à la troisième circonscription de la Haute-Vienne. Même configuration après le premier tour, une triangulaire avec une sortante de gauche, le RN en deuxième position et un candidat de droite qui se maintient. Voici le résumé d'Anaïk de Mars.